Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du Grand Rendez-vous. Ce soir, émission spéciale parce que c'est la 100e du Grand Rendez-vous. Donc, nous avons des invités spéciaux. Nous allons commencer par présenter, bien sûr, Nina Pendafei, comme chaque soir, El Habib et Kémy Seba. Nous allons recevoir tout de suite un titulaire d'un doctorat d'État en lettres. Il est actuellement enseignant-chercheur. Il est aussi ancien ministre de la Santé et de l'Emploi, ancien ministre de la Décentralisation et des collectivités locales. Il est le président du mouvement des Patriotes pour le développement MPD Liguey. Il vient de publier aux éditions L'Harmattan Le courage d'agir, une nouvelle vision de la politique au Sénégal. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir le docteur Alioune Sow. Bonsoir tout le monde, bonsoir docteur Alioune Sow. Nous avons un grand plaisir à vous recevoir pour cette deuxième fois sur ce plateau. Vous nous amenez un livre intitulé, que vous publiez aux éditions L'Harmattan, qui est intitulé Le courage d'agir, une nouvelle vision de la politique au Sénégal. Est-ce que vous ne pensez pas que le titre est un peu trop présomptueux, Le courage d'agir? Absolument pas. Bonsoir M. Ndiaye, et bonsoir. Je salue l'ensemble de vos co-animateurs de cette émission, mais aussi saluer l'ensemble de nos compatriotes qui suivent avec intérêt, je le sais, cette émission de haute qualité, mais aussi et surtout saluer ces belles pépinières que sont ces jeunes élèves et étudiants, sans qui, je pense, nous ne pouvons pas rêver d'un avenir meilleur. C'est avec eux que nous rattraperons le temps perdu. Pour moi, en vérité, j'aurais bien aimé d'ailleurs que ceux-là qui peuvent être portés à penser ainsi, de pouvoir me donner l'occasion de pouvoir porter un jugement sur un objet de leur idée, de leur réflexion ou de leur parcours. Vous savez, je ne connais pas de pays avec un avenir sans de l'ambition au niveau de son peuple. Tout ce que l'esprit peut toucher, l'imagination peut définir, l'humain doit pouvoir le réaliser. Ici où nous sommes, avant, c'était un terrain vague et vide, sans rien. Il a fallu que l'homme agisse concrètement, bouge pour en faire un espace agréable et impressionnant à partir duquel on peut être perçu ici comme ailleurs, à l'étranger, et que notre débat soit suivi. C'est cette tendance à tirer vers le bas qui nous tire nous-mêmes vers le bas. Il faut se donner comme limite de ses ambitions le ciel, mais en se donnant aussi les moyens objectifs de pouvoir atteindre ce ciel-là. Moi, j'ai tout compris, de par ce que j'ai appris de mes maîtres et de mon expérience de la vie, que l'ambition est un devoir. Ce n'est pas simplement un droit. Chaque être qui vient au monde pour ne rien perturber, comme disait l'autre, ne mérite pas le jour. Et pour perturber positivement les choses, il faut prendre des initiatives, il faut être audacieux, il faut faire la différence. Et dans notre monde politique, si on aspire à occuper les premières places, à défaut d'être premier partout, comme l'exigent les élitistes, il faut pouvoir faire la différence partout, au moins. C'est vrai que je pense que vous citez un peu François Mitterrand, je pense qu'il avait dit que l'ambition est un devoir. C'est Abdoulaye Wade, de qui j'ai appris ça. Oui, Abdoulaye Wade, on reviendra un peu sur lui parce que vous en avez beaucoup parlé dans votre livre. Mais c'est vrai aussi que l'ambition, c'est, comme vous le dites, c'est une chose qui est très importante, surtout au niveau de la jeunesse. Vous avez beaucoup parlé de la jeunesse dans votre livre. C'est pas qu'on vous reproche d'être beaucoup trop ambitieux. C'est vrai que un peu dans le livre, moi, ce que j'ai beaucoup vu en filigrane, c'est que je dirais pas que c'est une paranoïa, mais c'est vrai que vous semblez un peu reprocher aux gens de ne pas trop vous aimer, de reprocher aux gens d'être toujours derrière à vous critiquer. Pourquoi vous vous sentez comme ça un peu mal aimé ou bien un peu attaqué? Absolument pas. Je n'ai pas ce sentiment. J'ai le sentiment d'être un enfant chéri des Sénégalais. Mais nous, on n'a pas cette impression lorsqu'on vous lit. D'accord, vous pouvez le penser. Mais moi, je n'ai pas cette impression-là. Je suis ce jeune-là qui a assumé de hautes fonctions pendant une décennie au Sénégal, qui fait son sport seul, et que des gens croisent, qui viennent le voir. Je suis un jeune Sénégalais qui, en l'espace de 2 ans d'opposition,
a accordé 386 audiences à des Sénégalais que je ne connaissais pas, qui sont venus m'accompagner dans l'expression de mes ambitions. Je suis un jeune qui vient à l'université, étant ministre ou étant ancien ministre, au cœur des grèves et des contestations, sans jamais être attaqué par ces étudiants qui l'acceptent, qui le tolèrent. Je suis ce jeune-là qui fait le tour du Sénégal sans jamais avoir de problème personnel ou avoir été attaqué physiquement. Donc par conséquent, je n'ai pas ce sentiment. Mais je m'adresse à un microcosme. Il faut faire la différence entre le peuple sénégalais, il y a le peuple sénégalais qui est là, détenteur de la souveraineté nationale, mais aussi un microcosme d'hommes et de femmes avec des velléités dynastiques qui veulent s'accaparer des leviers de pouvoir. Vous parlez des destinataires de ce livre. Non, je ne parle pas de destinataires. Quand vous parlez de microscope, pas non, le destinataire final de ce livre-là. Peut-être vous me marchez un peu sur la langue, parce que j'allais vous dire, en fait, à qui et voilà, ce livre, vous le destinez à qui, en fait? Est-ce que c'est à ce microscope, ou bien à tous les Sénégalais? Ce livre est une adresse aux Sénégalais, dans la globalité, mais plus particulièrement, cela qu'on a toujours oublié, cela qu'on a toujours utilisé, cela qu'on a toujours abusé, pour s'en servir comme les escaliers, pour aller au sommet et être au service exclusif d'une dynastie, d'un clan ou d'un camp. Ce sont ces Sénégalais qui, comme moi, ne sont pas des fils d'eux, ne sont pas des petits-fils d'eux, mais qui pataugent dans les difficultés majeures et qu'on veut faire croire qu'ils doivent être derrière des gens pour toujours. Je veux dire à ces gens que c'est possible s'ils y croient. Je partage avec cette génération de Sénégalais que l'espoir a fini de quitter, qu'ils doivent reconquérir l'espoir et savoir que tout est possible pour lui simplement qu'il y croit. Je vais également dire à ceux-là qui se croient détenteurs de la potion magique ou détenteurs du contrôle éternel du pouvoir, qu'en vérité, ils seront menacés et qu'ils n'ont plus le droit d'avoir le dédain au mérite individuel. Qu'ils doivent comprendre que désormais, il n'y a plus de chasse gardée pour personne et que le peuple sénégalais est devenu assez mature, a une capacité de discernement et l'école a fait ses effets. Le plus petit village du Sénégal a des étudiants qui sont originaires et qui n'accepteront plus jamais qu'on vienne avec des t-shirts ou avec des promesses ou avec des manipulations sentimentales, les utiliser pour des élections et après le tourner le dos. Je m'adresse à ce peuple sénégalais pour qu'il puisse désormais faire de bons choix, faire le choix sur la base de la comparaison de parcours, de valeurs, de résultats, d'aspirations, car il y a une grande opacité qui caractérise bien des programmes, bien des parcours et bien des ambitions. Parce que la dernière fois, lorsque vous êtes passé sur le plateau, on a bien écouté votre discours. Voilà, c'était un discours d'espoir qui a suscité beaucoup d'admiration par ailleurs. Donc, mais quand vous produisez un livre, en ce moment, vous vous mettez sur écrit vos sentiments, ce que vous pensez. Tout à fait. Parce que le livre, ça devient autre chose. C'est-à-dire que quand j'écoute Aliou Sow, je me dis, c'est un jeune mais qui est brillant, qui a de l'avenir. Et voilà, on se projette sur beaucoup de choses. Ça, il faut le dire. Mais quand j'ai lu le livre quand même, je ne sais pas, je ne dirais pas que j'ai été déçu. Mais il y a une partie de votre personnalité, peut-être que je connaissais un peu. C'est ce que je dis tout à l'heure. Peut-être que vous ne l'assumez pas, mais il y a une certaine paranoïa. On en reparlera tout à l'heure, point par point. Vous vous sentez attaqué de toutes parts. Vous sentez, déjà, vous le dites dès l'avant-propos, qu'il y a quatre types de personnes que vous pensez côtoyer, ceux qui vous admirent, ceux qui vous aiment, ceux qui vous détestent. Ceux qui ont peur de vous et ceux qui profitent de vous. Bon, vous dites qu'il y a peut-être une cinquième catégorie qui serait peut-être l'ensemble de ces catégories, ou bien partiellement une partie de ces catégories. Moi, je vous dis qu'il y a une sixième catégorie qui est peut-être des gens comme moi, qui n'ont ni peur de vous, peut-être qui ne vous aiment pas particulièrement, que vous ne détestent pas et qui ne profitent pas de vous. Je veux dire que un peu le problème des hommes politiques, c'est que vous avez utilisé tout à l'heure un mot-clé. Vous avez dit microcosme. Vous vivez dans ce microcosme et vous pensez que tout le Sénégal tourne autour de la politique et des hommes politiques. C'est pour ça la question que je vous posais tout à l'heure, à qui destinez-vous le livre? Parce que si vous le destinez à ces microcosmes, je pense que c'est un excellent livre destiné à ces microcosmes. Mais si vous le destinez à tous les Sénégalais, nous parfois on se sent un peu largué. Parce qu'on se dit que vous réglez des comptes avec des gens qui tournent autour de ces microcosmes, cette oligarchie que vous décriez. Et à qui vous vous adressez. Mais certains disent que vous faites partie de cette oligarchie aussi. Absolument pas. Non, peut-être qu'il n'en fait pas partie. Certains lui reprochaient ça. Exactement, certains lui reprochaient ça. C'est-à-dire que quand j'écoute son discours, quand vous connaissez la personne, avec tout ce qu'on peut avoir comme sympathie, parce que comme il l'a dit, c'est une personne assez sympathique, qui sort tout seul, qui n'a pas de problème avec les gens, mais lorsqu'on le lit,
on se dit, voilà, il y a peut-être une petite dichotomie entre ce que vous montrez et ce que vous nous dites dans ce livre. On y reviendra point par point. Je vous laisse un peu répondre par rapport à ça. En vérité, il faut aussi saisir la dimension pédagogique de ce livre. Ce microcosme d'égoïste occupe peu de place dans le livre. Si on s'en réfère également à la partie consacrée à la formulation d'aspirations, de propositions, mais également à l'affirmation des convictions fortes que je dois partager avec les Sénégalais, mais aussi à ce récit relatif à un parcours qui n'était pas si évident, pas du tout facile, mais pas, pour apporter la réponse à ceux-là qui peuvent penser que tout m'a été facile, j'ai tout ramassé, ce qui n'est pas le cas. Mais je veux simplement également vous dire une chose très claire. Vous savez, moi je considère que quand je parle de Aliou Sow, il y a aussi une représentation de l'autre à travers Aliou Sow. Mais il faut être audacieux. Moi est haïssable, mais quand il peut avoir une portée pédagogique, il faut s'en servir. Je vous dis, quand je parle de la jeunesse et de la politique en Afrique, quand je parle de la foi de la famille et de la politique au Sénégal, quand je parle en fait du culte du travail, je veux simplement que tous ces jeunes Sénégalais, l'écrasante majorité des Sénégalais qui viennent à Dakar avec leur baccalauréat, qui n'ont pas de maison d'accueil, qui n'ont pas de bourse, qui pensent que tout est bouché, puisqu'ils n'ont pas d'appui, leur dit que c'est possible. Que c'était plus dur pour nous et on y a cru. C'est dire également à ces Sénégalais-là, il y a des produits de la persévérance ici, qu'ils ne doivent pas traîner des complexes et qu'ils ne doivent pas tomber dans la spirale du silence qui veut, soit vous êtes avec la ligne directrice, ou bien vous vous taisez, sinon vous serez houspillés. Il faut que ces gens osent faire face à cette spirale de silence que nous voulons, que certains veulent créer. Je veux également dire, quand je décris 4 ou 5 catégories de personnes par rapport à Aliou Sow, ça Aliou Sow peut être Aliou Ndiaye, peut être Sémi, peut être un autre. C'est l'humain que je représente à travers mon être, que ce soit vous et les autres également. Mais le plus important par rapport à moi, par rapport à ce livre-là, c'est quoi? Vous ne verrez pas un pays, les grands pays, quelqu'un avoir une ambition nationale ou même locale parfois, sans pourtant partager avec le peuple ou les électeurs, c'est-à-dire ce que j'appelle la carte d'identité idéologique ou sa carte d'identité politique, pour que les gens ne puissent pas se tromper sur le choix. Vous savez, on nous disait à l'école primaire, qui vole un œuf volera un bœuf. C'est important donc, avant d'élire un chef d'État, de parcourir son passé et son enfant pour voir est-ce qu'à l'école primaire c'était un tricheur, est-ce que c'était un voleur, est-ce que c'était un paresseux, est-ce que c'était un menteur ou pas. C'est important de savoir est-ce que c'était un homme violent. C'est important de revoir est-ce que l'homme politique qui va être président du Sénégal, à la maison il est violent, il bat ses nièces, il bat sa femme, ou il bat autre personne. Moi je peux vous attester ici. Est-ce qu'il est un bon père de famille? Bien est-ce qu'il pousse les gens à commettre des actes violents? Est-ce qu'il pousse les gens à la subversion? Est-ce qu'il a le sens du partage? Est-ce qu'il pousse les gens à faire la grève? Quand Obama avait les premières ambitions de devenir sénateur de l'Illinois, il n'était pas favori. Le favori était un milliardaire qui avait battu tous les records en matière de sondage et de prévision. C'est à la dernière minute que des hommes ont pu révéler que c'était un homme violent qui battait sa femme, avec qui il a divorcé, et il a chuté dans les sondages, et Obama a pu connaître une sorte de remontée et est devenu sénateur de l'Illinois. En Allemagne, tout récemment, on a vu le ministre des Forces armées qui était un des plus populaires, à qui on même prédestiné au poste de chancelier, mais être contraint à la démission car on a pu déceler plus d'une 40aine de pages de plagiat dans sa thèse doctorale. On a vu par la suite le ministre de l'enseignement supérieur, une dame, brillante dame, respectée, être contraint à la démission car elle a eu à tricher dans ses recherches. Donc il ne s'agit pas d'inviter les gens d'aller dans les caniveaux, mais il est important pour moi, pour tous les Sénégalais qui ont de grandes ambitions, comme cela se fait aux États-Unis, en France et ailleurs, qu'ils prennent leurs plumes, ne se fassent pas écrire des livres, mais qu'ils écrivent pour dire qui sont-ils. À travers l'écrit, on révèle sa personnalité, sa façon de faire. Le choix des mots est assez important. Et raconter de l'école primaire, de la naissance, jusqu'au poste qu'on assume et au poste auquel on aspire, d'assumer qui sommes-nous. En osant écrire noir sur blanc pour que ceux qui peuvent le contester vous opposent des arguments. Ceux qui ne peuvent pas le contester, c'est ce que vous avez fait brillamment. Et dans ce cas-là, on pourra devenir dans l'avenir. Vous n'êtes pas sans savoir que les hommes politiques au Sénégal ne produisent pas beaucoup de livres. Mais donc surtout les gens de vos générations, je pense que vous êtes tout ce qu'on a eu à recevoir ici, c'était peut-être des politiciens un peu plus âgés de votre génération. Je pense que vous êtes le seul. Et vous l'avez bien fait, parce que je veux dire que pour venir à la forme,
C'est un livre qui est très bien écrit. C'est-à-dire que bon, on sait que vous parlez bien, mais lorsqu'on vous lit, on voit aussi que vous écrivez très bien. Et que, bon, au début, je me disais que j'allais le survoler pour voir un peu de quoi ça parle, mais une fois qu'on est dedans, on a du mal à arrêter, on le lit d'une traite. Ça, c'est vrai. Mais il faut aussi savoir que vous êtes enseignant, vous êtes chercheur, vous avez vos étudiants qui vont certainement, eh bien, beaucoup de monde va acheter votre livre, mais une fois qu'on est dedans, moi, comme je vous dis tout à l'heure, vous représentez l'avenir. Les gens se projettent en vous pour voir vers l'avant. Mais j'ai l'impression que lorsqu'on commence à lire même les premières pages, on a l'impression que vous regardez beaucoup dans le rétroviseur. On a l'impression que vous vous faites retarder. Comme on dit, les chiens avalent, la caravane passe. Vous êtes obligé de passer sans pour autant trop vous retourner, sans pour autant trop parler des gens qui vous ont peut-être fait du tort ou que vous croyez vous avoir fait du tort. Parce que comme vous dites tout à l'heure, vous dites que vous n'avez pas beaucoup parlé des autres, mais si on enlève les pages sur Mamadou Diagne Fada, on enlève les pages sur Idrissa Seck, sur Karim Wade, sur Abdoulaye Wade, je pense qu'il ne restera pas beaucoup de choses. C'est vrai que vous avez beaucoup parlé de vos rapports avec ces gens de pouvoir, mais je ne vais pas marcher sur les plates-bandes de mes chroniqueurs. Je vais juste conclure par une chose, c'est-à-dire que vous avez parlé tout de suite de ce que devrait être un homme d'État. Vous assumez votre wadisme. Vous êtes même le chef de file de l'école du wadisme. Est-ce que vous pensez que toutes ces qualités dont vous parlez, vous pensez objectivement que Maître Wade les a? C'est difficile que vous soyez objectif. Je le pense honnêtement. Objectivement, vous avez parlé de violence. Vous pensez qu'il n'a jamais suscité la violence, qu'il n'a jamais prôné la violence, qu'il n'a jamais poussé les gens à commettre des actes violents? Abdoulaye Wade a toujours eu l'occasion de surfer sur la colère du peuple sénégalais et de dresser ce peuple-là contre le pouvoir en place. Il n'a jamais accepté de le faire. Abdoulaye Wade, après des élections, il a accepté d'appeler l'ancien poulain pour lui dire que vous avez gagné, je vous félicite. Comme son prédécesseur l'avait fait. Oui, mais il l'a fait. Il pouvait faire moins, mais il n'a pas fait moins. Il l'a fait. Abdoulaye Wade a gagné des élections ici au Sénégal, où tout le monde pensait qu'il a gagné. Et avant la proclamation du résultat provisoire, on le jette en prison. C'est en prison qu'il entend qu'il a perdu. Abdoulaye Wade a vu des chefs d'État prendre la place après des élections, avant même une proclamation officielle et définitive des élections. Il n'a pas dressé le peuple. Moi qui vous dis, quand j'intégrais son parti, j'étais responsable de mouvement élèves-étudiants. Il ne nous a jamais demandé de brûler le pays. Il nous disait toujours, chaque fois il apprenait parfois la violence. Je peux attester ce que j'ai vécu avec lui. Oui, mais je veux dire, je peux vous amener des enregistrements audio, tout le monde le sait, que parfois il apprenait la violence. Il a dit riposter quand les policiers vous attaquent, prenez des chaînes de vélo, tapez-leur dessus. Mais je vous dis une chose, ce n'est pas prendre la violence. Moi-même qui vous parle, je dis à ces jeunes Sénégalais, si on vous impose l'injustice, faites face. N'acceptez pas, ne soyez pas des nègres battus et contents. Au nom de quoi? Quelqu'un qui fait usage de l'injustice et de la violence contre son peuple se dressera comme un seul homme pour faire face. Ça, c'est se défendre, c'est défendre son honneur, c'est de ne pas accepter de se faire marcher sur les pieds. Il ne s'agit pas d'inciter les gens à la violence. Maintenant, moi, ce que je veux dire, moi, fils de paysan, étudiant, leader du mouvement étudiant, du mouvement élève, quand je rencontrais Abdoulaye Wade avec des étudiants, ce qu'il nous disait, c'est tout de nous rappeler que le rôle d'un étudiant est d'étudier. Un jeune qui cesse d'être contestataire, qui cesse de contester, cesse d'être un jeune. Mais contester avec responsabilité. Ne cassez pas, ne brûlez pas. Moi qui vous parle, j'ai des ambitions nationales, c'est clair, mais je dis tous les jours, à tous les jeunes que je rencontre, et aux étudiants, ils peuvent le dire le contraire si ce que je dis n'est pas vrai, que jamais je ne dresserai des jeunes, ou je ne profiterai d'une mauvaise situation d'un pouvoir pour inciter la jeunesse sénégalaise à la violence. Juste une dernière chose. Je refuse dans le livre ce que j'appelle l'instrumentalisation, en invoquant même une belle formule de l'ancien président malien Amadou Toumani Touré qui disait que le jour où la jeunesse africaine refusera de prendre des armes et d'être l'instrument de quelques forces obscures, il n'y aura plus de guerre civile ou de guerre en Afrique. La jeunesse doit être une solution et non pas un problème. On ne doit pas s'en servir comme instrument avec des marionnettes qui ont des agendas cachés. Aujourd'hui, elle n'aura plus l'accepter. Quand elle se bat, c'est pour l'avenir, c'est pour le temps. Juste une dernière chose, avant de passer la parole à mes chroniqueurs, donc toujours dans cette logique d'aller de l'avant, j'ai vu aussi, et peut-être ça m'a un peu surpris, que vous avez beaucoup d'acquaintances avec le fils d'Abdoulaye Wade, Karim Wade. Je ne savais pas que vous étiez aussi proche, et je ne savais pas aussi qu'à un moment donné, vous l'avez dit, on vous a suggéré peut-être de faire une fusion entre votre mouvement et la génération du concret.
Est-ce que vous pensez, vous qui êtes, je veux dire, vous avez le vent en poupe, je pense que vous allez de l'avant. Est-ce que vous pensez que là, en parlant de cette alliance avec Karim Wade, est-ce que vous misez sur le bon cheval? Non, je vous dis, je veux être en alliance avec tout patriote sénégalais en transcendant même les clivages idéologiques, qui aime le Sénégal et qui est disposé à servir ce Sénégal-là en faisant la politique autrement, non pas comme c'est que lui qui répond. Non, je vous dis, je ne parle même pas uniquement de Karim Wade, je parle de tous ces Sénégalais qui veulent apporter le changement, qui pensent que l'heure du changement a sonné, l'heure de l'action a sonné, l'heure de la patrie a sonné, et ça doit être la fin et l'effondrement des clans, des camps et des dynasties, et des tentatives de retour à des polarisations de quelques portions de pouvoir. Donc, Karim Wade en fait partie. Je l'ai pratiqué, je l'ai côtoyé, nous avons travaillé ensemble. Il est après tout aussi le fils de Wade, ne serait que sur la dimension, sur la base subjective, et aussi, il vit aujourd'hui une épreuve, une situation. Bien entendu, je lui exprime toute ma compassion et tout mon soutien moral en cherchant, comme tous les Sénégalais, à vivre l'éclatement de la vérité au grand jour. Par contre, bien entendu, j'aurais bien aimé, si Alliance doit avoir lieu avec lui dans l'avenir, et qu'on doit triompher ensemble, que Aliou soit le président de la République et que lui soit un des membres de mon gouvernement. Docteur Sow, n'est-ce pas? Je vais laisser juste un mot. Ouais, juste un mot. N'est-ce pas paradoxal, docteur Sow, vous qui souhaitez lutter contre toute démarche clanique ou dynastique, et on l'entend précisément, que vous soyez dans cette démarche justement de vous rapprocher de Karim Wade sous prétexte que Karim Wade est le fils quelque part de l'ancien président? Je ne me rapproche pas de Karim Wade, je me rapproche et je tends la main à tous Sénégalais qui aspirent à jouer un rôle prépondérant dans la création d'opportunités équitables pour ce peuple sénégalais qui est laissé en rade. Je tends la main à tous Sénégalais qui comprend comme moi que la pauvreté n'est pas une fin en soi et qu'il n'y a pas de destin bouché et que nous devons être des ouvriers pour ce pays-là. Donc, par conséquent, puisque je combats le clanisme, je dois également pas promouvoir toute démarche dans le sens d'exclure quiconque parce qu'il est le fils de, ou il appartient à tel, ou parce qu'il ne me porte pas dans son cœur. Il faut avoir de la tolérance, il faut savoir oublier, mais pour la tolérance et l'oubli, il faut aussi oser dire la vérité à tout le monde. C'est pour ça, dans ce livre-là, je voulais apporter beaucoup d'éclairs et beaucoup de clarifications. J'aimerais bien entendu, plus que ma génération, toutes ces mines d'information, ces hommes d'expérience qui ont mené le combat pour l'indépendance, qui ont mené le combat pour une administration sénégalaise, pour une armée républicaine également, partagent avec ma génération, sont vécus par l'écrit. On doit, l'oralité est d'une qualité, mais écrire, c'est s'assumer. C'est clair. C'est se révéler. Vous savez, parfois même quand je reçois des gens, j'ai envie de voir comment ils écrivent. Un jour, le président Wade me disait que Senghor disait qu'à partir simplement des mains de quelqu'un, on peut établir sa personnalité et voir son avenir. C'est vrai. Les graphes vous diront, à partir du manuscrit de quelqu'un, on peut beaucoup savoir sur lui. J'étais heureux quand je remettais le premier exemplaire de ce livre à Abdoulaye Wade, qui est mon maître et mon mentor en politique. Je l'assume, je n'ai pas de complexe là-dessus. Quand il a vu mes écrits, il m'a dit, ah bon, c'est rare de voir un Sénégalais qui écrit avec tant de beauté et tant d'application. C'est vrai. Voilà. Parce que mes enseignants m'ont tout appris à être rigoureux en tout et dans tout. Moi, je me veux quelqu'un qui fait des efforts, qui reconnaît ses erreurs et qui aspire à changer, bien entendu, sans jamais aussi accepter la leçon du moins bon ou du moins brillant que moi. Comme disait l'autre, comme disait Napoléon Bonaparte. Mais parce que le moins bon et le moins brillant, c'est ça toujours par rapport à votre perspective. Ma conscience est le seul tribunal où je juge ma conduite. Par ailleurs, les bons sermons, les belles leçons, les critiques faciles, le jugement de valeur qui peut venir de personnes qui auraient aimé faire comme toi, sinon mieux que toi, cela, j'en suis insensible. On ne saurait pas me faire revenir sur la haute idée que j'ai de mon pays et de mes aspirations. Et de vous-même. Et de vous-même. Parce que vous me rappelez beaucoup un homme politique français, Jacques Chirac, lorsqu'il était jeune. Vous faites beaucoup Chirac jeune. Mais pour être président, il a fallu qu'il se calme, il a fallu qu'il prenne qu'il soit un peu plus sage. J'en ai pris et je comprends. Il a fallu qu'il soit beaucoup plus sympathique.
Parce qu'en ce moment, c'est vrai que pour être président, Abdoulaye Wade, son avantage, c'était qu'il était excessivement sympathique. C'était ça sa force, en fait. Donc, vous trouvez sévère? Non, non, pas du tout. Ah ben donc le tour est joué, hein. Mais bon, je veux dire, les téléspectateurs, les Sénégalais jugeront, mais c'est vrai qu'il faut être beaucoup plus sympathique pour être président de la République. Nina? Merci, merci beaucoup. Merci, mais non, il n'est pas sévère. Non, il n'est pas sévère. Il n'est pas sévère. Moi, je dirais que je ne sais pas par quel bout prendre les choses, mais j'aimerais bien commencer par la conclusion du docteur Alioune Sow. Parce que quand on lit la conclusion, je sais pas, j'ai beaucoup aimé le style et j'ai beaucoup aimé le fait que vous ayez commencé par cela. Parce que quand on lit à la fin, on se dit, c'est la raison pour laquelle vous avez écrit ce livre. Bon. Et j'aimerais bien partager ces quelques mots avec tous ceux qui nous suivent et qui nous écoutent avant d'en venir au livre et à certains chapitres, parce qu'Alioune a vraiment tracé, comme on le dit tout à l'heure, marché sur notre langue, sur plein de choses. Mais belle écriture, il y en a à dire. On entend le docteur Alioune Sow parler, on sait qu'il est passé par le monde des médias pour affiner et apprendre et savoir comment se comporter, comment parler, comment analyser les choses. Il n'en avait pas fait vraiment un métier pour gagner de l'argent. Je vais commencer d'abord par partager ces mots et on va en discuter, le docteur. Vous dites, Badou, mon cher frère, je ne t'entends et je ne te vois que très rarement depuis notre cuisante défaite du 25 mars 2012. Et pourtant, je sais que tu penses encore à moi et que tu reviendras pour que l'on permette l'avenir comme promis. Mon secret, c'est mon courage de rêver. Mon arme, c'est mon courage d'agir. Mon secret, c'est ma confiance et mon étoile. Mon étoile, pardon. Mon arme, c'est ma capacité de décider. Le destin m'a chuchoté quelque chose de merveilleux au cœur du malheur. Je te le dirai quand on sera grand, et c'est sous peu. Cher ami, le secret de mon espoir réside dans le fait que j'agis concrètement. Mon ami, mon secret, c'est mon audace d'agir. Quand je vous ai lu, je me suis dit, oui, le courage d'agir, parce que ce n'est pas donné à tout Sénégalais d'être ministre, d'être député à moins de 30 ans. Sinon, le premier Sénégalais, le plus jeune député à l'Assemblée nationale à un certain moment, ministre de la Jeunesse au moment où on a connu 40 ans sous Diouf, où les ministres avaient un peu plus de 40 ans pour commencer, on se dit, ben oui, il a le droit de dire qu'il a le courage d'agir. Et peut-être qu'Alioune Sow pense que tout le monde lui en veut, ou cette oligarchie dont Kémy parle souvent. On sait qu'au Sénégal, quand on est dans la politique, on pense tout le monde parle de soi, que c'est Alioune Sow, que c'est Modou Diagne Fada, que c'est quelqu'un d'autre. Mais dites-moi, quand vous parlez de ce courage, je veux qu'on revienne un peu en arrière par rapport à certains vécus, à votre engagement politique, au fait que vous soyez leader des jeunesses du Parti démocratique sénégalais. Est-ce qu'à un moment donné, Alioune Sow, avant d'être ministre, avant d'être député, vous avez connu cette violence dont on a parlé? Est-ce qu'à un moment donné de votre vie de leader de jeunesse, vous avez connu ce qui a fait qu'aujourd'hui, que vous vous dites que un groupe pécule est en train de se dire il n'avait pas à être comme il est à son âge? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. J'ai connu, madame, je vous remercie d'avoir lu cette conclusion qui est pleine de sens à mon niveau et qui installe beaucoup d'émotions chez nous. C'est une adresse à Badou, mais à tous les jeunes Sénégalais. À tous ceux-là qui peuvent imaginer une seule minute que l'amitié doit être saisonnière. À ceux-là qui peuvent penser que simplement parce qu'on n'est pas fils d'eux, parce qu'on n'a pas de chance de départ, qu'on ne doit pas rêver de conquête et réussir. C'est à tous ces jeunes-là, avec qui, comme Badou, étant étudiant, je disais que quand je serai grand, je vais être ministre, je vais être président, je serai tout ceci. C'est à ces jeunes-là qui, en 2000, quand on a gagné, et qu'on avait l'occasion d'être dans des positions, je dis non, je ne cherche pas à être collaborateur de quelqu'un,
je me prépare pour assumer une fonction ministérielle, et qui rigolait pour dire que mais cet étudiant est prétentieux, pour après voir qu'un an et demi après, ce garçon est entré au gouvernement. C'est à cela qu'ils me disent à l'Assemblée nationale, jeune étudiant, jeune député, du sein du groupe parlementaire, quand j'étais nommé, ah, jeune homme, vous vous sacrifiez, vous avez un mandat de 5 ans avec des avantages. Le gouvernement vous remanie régulièrement, vous êtes parti pour faire 3 mois ou 6 mois et être éjecté. Je leur dis non, je ne ferai pas partie du lot de ceux-là qui seront balayés. Et enfin, qui m'ont vu le 25 mars rester ministre. Je vais m'adresser à cela pour dire que c'est toujours possible quand on y croit. Mais aussi, vous dire que certains me trouvent comme un garçon qui a tout ramassé, sans même fournir l'effort, sans passer, sans douleur, sans difficulté. Je dis, il ne faut pas que le résultat efface le cheminement douloureux qu'on a vécu. Moi, ma vie est marquée, est faite de déchirure, de déception, de trahison dont je suis la grande victime. Parfois, on va vous dire, Aliou Sow, c'était le tel de Kafada, ou de Macky, ou de tel. Mais on ne vous dira jamais. C'est nombreux Sénégalais qui se bousculent au niveau de vos plateaux, qu'Abdoulaye Wade ne connaissait pas, que le Premier ministre ne connaissait pas, qui doivent la position de DG, ou de parlementaires, ou de hauts fonctionnaires, simplement à l'engagement et au combat d'Aliou Sow qui pensait qu'il devait tirer sa génération vers le haut, comme Wade et d'autres l'ont tiré vers le haut. Ils sont très nombreux. J'en ai donné quelques idées dans le livre, mais qui après ont été utilisés contre Aliou Sow, ou qui dès la première défaite, ou dès la démission d'Aliou Sow en 2007, lui tournent le dos pour s'encoquiner avec ses ennemis, en oubliant qu'il ne devait ni à leur parcours, ni à absolument rien d'autre que la vision d'un jeune qui perpétuait celle de son chef pour les mettre là où ils sont. On n'en parle pas. Si on parlait de trahison, je suis une des plus grandes victimes de trahison, car moi je ne misais pas sur ma famille en leur donnant des responsabilités. Je misais sur le citoyen ou sur le militant. Ce qui revient au parti est pour le militant. Ce qui revient à l'État, c'est pour le citoyen sénégalais. Mais la violence, je l'ai vécue déjà. Ces traces sur mon front sont l'expression de violence que j'ai subie, qui m'a été infligée par des hommes et des femmes qui par la suite se sont retrouvés dans une posture où une partie de leur destin a été entre mes mains. Je ne me suis pas vengé, je vais tracer un boulevard. Ils se reconnaîtront à travers mes propos. Déjà, au lycée, je viens, c'est quoi ce que j'appelle le courage d'agir? C'est venu au lycée, Valdiodio Ndiaye, après avoir été président du foyer du collège de Kasnack en classe de 4e et en classe de 3e, dire aux élèves, on ne peut pas continuer à nous faire diriger par les élèves de terminale, qui après le bac s'en vont et peuvent être tentés d'utiliser nos ressources de façon malveillante. Je veux que la majorité s'exprime. Nos élèves de seconde et de première, on doit se retrouver dans un cadre et prendre la direction du lycée. Et en disant, comment peut-on accepter que le président du lycée soit le neveu du gouverneur et que quand nous sommes en grève, on négocie avec le gouverneur ou le proviseur. Et que les gens me suivent et à l'arrivée, je deviens le premier président en classe de première du lycée Valdiodio Ndiaye, le plus grand lycée à part l'Imam Moulaye. C'est ça pour moi le courage d'agir. C'est quoi le courage d'agir? C'est de venir entendre son chef, lui dire ce qu'on pense et agir après la concertation et dire que je ne reviens pas parce que la clameur m'impose de revenir sur la décision. Car pour moi, diriger, c'est savoir décider. Mais diriger positivement également, c'est savoir consulter les autres en les écoutant. Pour moi, la violence, le courage, c'est quoi? Je prends à témoin. C'est Aliou Sow, président du lycée Valdiodio Ndiaye, qui sort avec les étudiants en grève. Le lendemain, ça a eu des dérapages, beaucoup de violence. Et le jour même, on prend les élèves qui sont dans les cars pour rentrer à Sibassor et on les arrête. Et je dis au bureau, nous sommes les responsables, on doit aller se signaler et libérer ces gens-là. En son temps à Kaolack, je donne des pressions. C'est Ngiran Sadio Ndiaye, qui était le commissaire central de Kaolack. Aliou Sow, Papis Senghor, qui est actuellement banquier, Moustapha Ndiaye, qui est à Kaolack, et d'autres. On se rend à la police pour dire nous sommes les vrais responsables, ces gens sont des innocents, libérés. C'est ça pour moi le courage d'agir. La loyauté aussi doit venir du chef et non pas uniquement du subalterne. Le courage d'agir, c'est quoi? C'est d'engager, sur instruction de mes supérieurs, un découpage territorial, administratif. En sachant que le peuple l'accepte, mais les victimes, c'est-à-dire le microcosme, contestent, créent du boucan, créent beaucoup de problèmes et qu'ils veulent nous contraindre à revenir là-dessus. L'accepte, c'est ça, Ah non, j'arrive là-dessus. Le peuple l'accepte, pourquoi je le dis? Le peuple a manifesté à travers son option électorale qu'il a été d'accord sur ce qui a été fait en votant massivement partout pour Abdoulaye Wade. Comment dire que c'est politique? Mais quand on est au gouvernement, mais toutes les actions qu'on pose sont des actes politiques. Mais si l'acte est en phase avec le peuple, on vous sanctionne positivement à l'élection qui suit. Si ce n'était pas cautionné par le peuple, ce pouvoir en place, je dis bien de Macky Sall,
son premier conseil des ministres, regardez les archives, il a annoncé qu'il va remettre en cause ce découpage en donnant une instruction ferme à son ministre d'alors, Cheikh Bamba Dièye. Le lendemain, je dis qu'ils en sont incapables, ils ne peuvent pas le faire. Sinon, ils auront à faire avec le peuple de ces communes, de ces communautés que nous avons eu à créer. Ils ne l'ont pas fait aujourd'hui, ils n'ont rien remis en cause, c'est parce qu'ils savent que le peuple l'a accepté. Si le peuple n'a pas accepté, que Macky Sall change de découpage, qu'il annule les communes qu'on avait créées, qu'il annule les communautés qu'on avait créées, ils ne l'ont pas fait. Ils ont plutôt violé la loi en renouvelant des délégations spéciales que j'avais nommées par arrêté ministériel, qui devaient être renouvelées par décret présidentiel motivé par des arrêtés ministériels, ce qui est illégal. Je vous dis, il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle le piège de la clameur, de la spirale du silence. Si aujourd'hui, vous faites quelque chose, une majorité est d'accord, une minorité n'est pas d'accord, nous sommes des hommes des médias, je suis journaliste de formation après tout, mais on donne le micro à ceux qui contestent. Mais ceux qui chantent, et ceux qui sont d'accord, leur voix est peu audible parfois. Mais si vous tombez dans le piège de la clameur, vous n'allez jamais décider. Et pour moi, un homme politique, ce qui attend de lui, c'est de comprendre que s'il a une des meilleures réformes pour faire une bonne route, il doit faire des casses, il doit déguerpir des gens. Ces gens ne seront pas contents, même s'ils sont indemnisés. Mais il doit se focaliser sur le résultat final, à l'issue duquel travail, tout le monde sera content et va apprécier. Aujourd'hui, on parle du tunnel Dakar, qui n'aime pas. L'autoroute à péage, qui n'aime pas. L'aéroport de Blaise Diagne, qui n'aime pas. Mais pendant le déroulement des travaux, c'était la contestation généralisée. Mais si le pouvoir ne voyait pas le résultat final, mais il allait s'arrêter, on n'aurait pas aujourd'hui cette belle ville moderne avec ses... En tout cas, en 2012, le régime de Wade a été sanctionné. Donc, quoi qu'il en soit, c'est bien beau tout ce que vous dites, mais au finish, le régime a été sanctionné. Donc ça, c'est pas un problème de clameur, c'est pas un problème de... C'est la décision des Sénégalais, c'est la décision des citoyens. Vous savez, en fait, il ne faut pas rattacher la fin du régime à un manque de travail, à de mauvais résultats. Je pense que tous les Sénégalais sont d'accord que Wade a travaillé. Ils l'ont sanctionné sur un autre aspect, sur une autre question. Moi qui vous parle, je mène aujourd'hui des études et des recherches pour savoir qu'est-ce qu'on nous a reproché réellement, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé sur ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on aurait aimé qu'on fasse mieux. Et en partant de cette expérience-là, nous ferons notre offre politique pour dire que nul n'est infaillible, pour invoquer ce concept de feu, c'est pas de guet sur la faillibilité humaine. Nina, si tu ne reprends pas la parole, on ne va pas s'en sortir. Parce que là... Je sais que... Tu as en face de toi un journaliste qui est beaucoup plus chevronné que toi. On ne va pas tomber dans le piège, mais je pense que c'est important, quand on parle de cet ouvrage, de demander au docteur Aliou Sow pourquoi. Parce que peut-être il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas, et certains qui se disent et qui ont dit à un certain moment que peut-être qu'il était trop jeune pour être député, comme il l'a dit tout à l'heure, comprennent et sachent, parce qu'il y a des aspects peut-être de votre parcours dont vous ne parlez pas. Et c'est dommage, parce que comme à l'une tout à l'heure, moi j'ai été à la limite fâchée et énervée de voir que vous avez trop parlé de Modou Diagne Fada. Vous avez trop parlé de votre relation avec cet homme, peut-être à un moment, vous le dites, à qui vous devez... En le présentant tout à l'heure, j'ai fait un lapsus révélateur, j'ai dit ministre de la Santé, alors que c'était Fada qui était ministre de la Santé, lui ministre de la Jeunesse, votre ami, un frère, peut-être un frère aîné que vous n'avez pas eu, que vous avez pensé avoir quand vous avez connu Modou Diagne Fada. Mais je vous ai reproché, et j'étais énervée de vous lire et de voir que Aliou Sow, à la limite, c'était comme quand on parle avec Kémy, qui tout le temps parle de l'impérialisme, que c'est une paranoïa, comme certains disent, c'est de la paranoïa, comme certains disent. Peut-être quand Kémy parle du panafricanisme, quand Kémy parle de l'oligarchie, quand Kémy parle du fait qu'il y a de la manipulation extérieure. Mais Aliou Sow, vous avez trop parlé de Modou Diagne Fada. Et j'estime, je termine, monsieur le ministre, j'estime que quand vous écrivez un ouvrage comme ça, avec le parcours que vous avez fait, même si à un moment donné, Modou Diagne Fada a été une personne clé dans ce que vous avez vécu, même s'il a été quelqu'un de courageux qui a posé ses actes, vous aussi de votre côté, vous avez posé vos actes. Vous avez créé un ouvrage, vous l'avez dédié à votre fille qui a un long prénom qui me rappelle un peu ce que nous connaissons chez nous les Sérères. Je vous félicite. Et je pense que on aurait pu, et vous auriez pu, peut-être
dire voilà, c'est un aspect de mon histoire, c'est un aspect de mon vécu, mais je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus. Je passe là-dessus et je permets à ces futurs jeunes dirigeants qui vont avoir le courage de faire comme vous avez fait, de se dire qu'il y a des expériences qu'on vit dans la vie et qu'on se dit que c'est derrière. On ne se retourne pas et on avance. Parce qu'à un moment donné, vous lui donnez trop de voix ou peut-être trop d'importance qu'il en a. Et c'est dommage, Aliou Sow, c'est dommage de vous voir autant en parler. Vous avez été très méchant à des moments avec lui dans ce livre, comme vous avez été un peu gentil avec lui, mais j'estime que ça n'avait pas sa place. Je t'aime moi non plus, quoi. Voilà. En vérité, vous avez bien raison de soulever la question. Un ami me l'a reproché, qui me dit que vous avez fait trop d'honneur à Fada. Vous savez pourquoi? Les gens parfois ont une vision réductrice de l'histoire des hommes et des femmes. Je ne connais pas d'interaction. Nous interagissons avec des humains. Je ne connais pas quelqu'un qui ait rencontré Dieu pour qu'il reçoive directement de lui quelque chose. Tout passe par les humains. Effectivement. Certains ont voulu avoir la malicieuse démarche de réduire mon parcours et mon histoire à un coup de pouce de Fada. C'est être injuste. J'étais moi président de collège en classe de 4e, je ne connaissais pas Fada. Président de lycée Waldiou, je ne connaissais pas Fada. Je me suis battu être président de l'amicale de la fac des lettres. En son temps, il n'y a pas un parti politique qui n'aimerait pas avoir quelqu'un comme ça dans son camp. C'est la fac la plus peuplée. Il n'en a pas joué un rôle. J'ai voyagé à l'étranger, invité par Obasanjo avec sa fondation, rencontrant des chefs d'État, des premiers ministres. Je ne connaissais pas Fada. Je menais un combat. On ne s'est pas croisé à l'université. Il a quitté en 94, je suis entré à l'université en 95. C'est mon aîné de plusieurs années en vérité. C'est peut-être qu'on vous reproche, c'est le fait que vous pensez que les gens pensent que vous avez eu un coup de pouce. Mais beaucoup de Sénégalais, il y a beaucoup de Sénégalais qui ne savent même pas que et qui ne sont pas au courant. Mais moi, je ne connais pas le reniement. Il ne faut pas renier son passé. Ma relation directe avec Abdoulaye Wade a été déclenchée par Mamadou Diagne Fada. Il faut le reconnaître. C'est clair. Les premières positions que j'ai occupées dans le PDS ont été favorisées par Mamadou Diagne Fada. Qui en avait un intérêt, j'en avais aussi un intérêt. Et je pense que lui, il dit qu'il n'a pas été dessus. Mais il s'est trompé de personne en pensant que je suis un homme sur qui on peut compter pour avoir un porte de serviette. Ce n'est pas mon tempérament, ce n'est pas ma vision ni mon background. Mais aussi, Mamadou Diagne Fada c'est celui qui devait être limogé en 2004, qui a eu l'information, qui s'est confié à moi. J'ai convoqué une conférence, une rencontre de tous les jeunes du parti pour dire s'il est limogé de la sorte, je quitte immédiatement. Ça a créé beaucoup de problèmes en son temps. Nous sommes restés tous les deux au gouvernement. C'est ça même Aliou Sow qui vient en 2007 qui n'est pas d'accord de quelque chose qui décline sa nomination au gouvernement au poste de ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à partir du salon de Macky Sall. Ce gars ne se vend pas pour un poste. C'est aussi ce Aliou Sow là qui a joué le rôle de facilitateur entre Fada et Abdoulaye Wade lorsque Abdoulaye Wade ne voulait plus entendre parler de Fada et qu'il ne voulait plus le voir. Et que, même en venant la première fois lui parler de Fada, c'est à peine qu'il ne m'a pas chassé. Lui, il peut l'attester. Qu'il se battait pour que ce dernier revienne au gouvernement. Je parle sous serment. Mais également, c'est ce même Aliou Sow aussi qui a ouvert la voie à Mamadou Lamine Keïta, à Abdou Khafour Touré, à Tafsir Choy, à d'autres personnes que Wade ne connaissait pas, qu'il ne pouvait pas reconnaître, mais qui ont aussi occupé de hautes fonctions sur la base de décrets qu'il a signés sans les connaître parce qu'il faisait confiance à Aliou Sow et ce dernier faisait confiance à ces derniers. C'est mettre des gens sur une liste de députés au niveau national, 5e place, que Wade ne connaissait pas, alors que c'est Aliou Sow qui était à la 5e place, mais qui pense qu'il a suffisamment été promu, il faut qu'il pense tirer d'autres jeunes vers là-bas. Où étaient les autres jeunes? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Absolument rien. Donc j'ai voulu que les gens sachent que... Là, vous faites une digression habile, une habile digression. C'est pas ça le problème en fait. Oui, vous savez pourquoi c'est important. Donc c'est important à mon niveau, car le fait de vouloir réduire cette histoire du genre, ben Aliou Sow a été le gosse de tel, je n'ai jamais été le boy de personne moi. Mais qui dit ça? Mais je veux dire que la majorité des Sénégalais ne pensent pas ici. Peut-être que vous ne le dites pas, mais c'est un débat quotidien. Mais dans votre microcosme, encore une fois. Et c'est pas... Oui, donc tant mieux. C'est-à-dire que c'est... Heureusement, je suis heureux de noter que vous vous adressez aux millions de Sénégalais. Parce que vous l'avez un peu souligné quelque part. Des hommes de qualité comme vous, vous l'avez remarqué ici.
Donc heureusement, le microcosme encore est là qui opère malicieusement. Parce que vous l'avez dit quelque part dans votre livre, que peut-être que l'erreur que vous avez fait parfois, c'est de penser que vous avez été élu par les gens des partis politiques et vous, à un moment donné, vous avez dit que nous devons peut-être nous tourner un peu plus vers le peuple qui est vraiment le grand électeur. Oui. C'est peut-être cette erreur que vous continuez à faire, surtout dans votre livre. C'est-à-dire que vous adressez à qui en fait? Si vous vous adressez aux millions de jeunes qui vos élèves, qui vos étudiants, qui vos admirateurs et qui vont lire ce livre. Si vous adressez à ces jeunes, quand vous leur parlez de la sorte, vous leur montrez une facette de vous qui n'est peut-être pas à votre avantage, parce que ce sont des choses qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas que les gens vous disent que vous êtes le savoir pour de transparence et d'honnêteté. Oui, mais moi je me vois honnête. Vous allez dans le sens de l'honnêteté, dans le sens de la transparence. Mais quand on vous lit, on sent nettement que dans votre microcosme, encore une fois, les gens se disent, oui, il a été le boy de tel, grâce à Fada, il a eu ceci, cela. On peut dire autant pour Fada ou pour quelqu'un d'autre que c'est grâce à lui que tel et tel. Je peux dire que c'est grâce à Alundel que je vis l'expérience de la télévision. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais je pense que vous lui avez accordé trop d'importance. Vous en avez trop parlé. Et pour les jeunes Sénégalais qui ne connaissent pas le milieu de la politique, qui ne sont pas dans ce milieu fermé où il faut être fils de tel, il faut être approché par tel ou tel autre pour représenter quelque chose dans ce pays, ont besoin de connaître. En plus, moi, je ne suis pas d'accord par le fait de dire qu'on est fils d'eux. Moi, je ne sais pas. Senghor n'était pas fils d'eux, Abdou Diouf n'était pas fils d'eux, Abdoulaye Wade n'était pas fils d'eux, Macky Sall non plus. Donc, je veux dire que... Le débat de fils d'eux... Voilà, exactement. Exactement. Je pense que c'est... Cela est la preuve de la maturité et de la fermeté du peuple sénégalais. Tout à fait. Qui n'est pas victime du dédain, du mérite personnel, qui n'est pas complexé. Exactement. Certains veulent nous emmener dans ça. Il fallait pas trop revenir, parce que pour moi, votre parcours à vous est tout ce qu'il y a de plus méritoire. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je ne peux pas comprendre que vous dites qu'il y a des gens qui vous reprochent de vos origines modestes. Moi, quand je lis ça, c'est une aberration à mon avis, parce que personne ne peut reprocher quelqu'un. Au contraire, on doit vous applaudir pour vous dire que vous êtes parti d'une situation assez difficile. Mais allez, je veux dire que dans le microcosme, je peux comprendre. Mais quelque part, sans traduire sa pensée, mais je me dis si je me trompe, mais en fait, il exprime de front, qu'on le veuille ou pas. Il sait que, comme personnage politique, il doit convaincre deux cibles. La cible du peuple, comme tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, mais il se débat aussi au sein d'un microcosme qui, quoi qu'on en dise, est agissant. Je ne dis pas que je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais j'essaie de traduire. Agissant, je ne suis pas très d'accord que ce microcosme est agissant. Mais en tout cas, c'est agissant, il y a des interactions. Si ce microcosme était agissant, le président Macky Sall ne serait pas président. Il y a des interactions vis-à-vis de lui, puisque le simple fait qu'il témoigne de ça, on ne peut pas nier qu'il y a une... S'il réagit comme ça, c'est qu'il a souffert de certaines remarques. Il a souffert de certaines réflexions qu'il considère comme injustes. Tout à fait. Et c'est la réalité de beaucoup de personnages politiques, quoi qu'on en dise, qui sont trempé, baigné dans ce microcosme qui agit dans la sphère qui est la sienne. Ce qui ne veut pas dire qu'elle a une supré-influence sur la population. Mais oui, vous allez m'engager comme avocat. Mais mes honoraires seront très chers. Non, mais plus sérieusement, je comprends parfaitement. Le problème, ce sont ces deux fronts-là. Et quelque part, je comprends, tout combattant politique là-dessus, je n'accepte pas. C'est ça le problème. Je comprends parfaitement. Qu'ils mettent en avant. Le problème, c'est que je ne voudrais pas, par exemple, qu'il ait à réécrire ce livre. Au bout, par exemple, dans 10 ans. C'est vrai qu'il est encore jeune, mais je suis persuadé que dans 10 ans, il reprend ce livre, il l'ouvre, il aura envie de le réécrire. Parce tu penses qu'il aura trouvé, qu'il aura dit trop de choses sur le qui, à mon avis, ne sont pas nécessaires. C'est-à-dire que surtout pour les jeunes, surtout en tant que professeur, en tant que chercheur, les jeunes qui voient en lui un espoir, voilà, à juste titre une idole, quelqu'un, un modèle. Donc, je veux dire, ils vont se dire qu'il a trop parlé des autres. Il a trop regardé en arrière. Ça dit, beaucoup de gens comme vous avez cité plein de monde, Obama, il en a subi beaucoup plus que vous. Et je ne pense pas que quand vous lisez ces livres, vous les avez tous lus, qu'il a autant parlé des gens dans ces livres. Il a beaucoup parlé des gens. Mais non, mais pas de la même manière. Vous savez, pas de la même manière. C'est-à-dire que quand il suscite l'espoir, il faut savoir faire fi de tout ça. Comme disait
je pense, j'ai entendu ça à l'UNSAL dire que Serigne Moustapha Sy, responsable moral, dit toujours en wolof mu ne booy bay sa tool boo bëggee mbott bu ŋaax bu nekk nga tàcc ko sa tool dina boy parce que sinon dootoo demee. Mais pour vous rassurer, vous savez une chose, moi je travaille sur des bases d'études objectives. Quand je recevais ces 386 délégations, j'avais toujours en tête qu'est-ce qu'ils ont reproché à notre régime, qui veut-il comme président, le profil, quelles sont les priorités des Sénégalais. On peut se tromper parfois en pensant qu'ils veulent ceci alors que c'est autre chose qui est leur préoccupation majeure. Et j'ai utilisé beaucoup d'amis et de systèmes de collecte d'informations pour dire, entrez dans les bus, prenez des taxis, allez dans les grandes places pour échanger sur mes ambitions par rapport aux autres, pour voir qu'est-ce qu'ils me reprochent, quels sont mes points forts. Ça ne m'intéresse pas trop, mais quels sont mes points faibles. Mais en récapitulant l'ensemble des résultats de ces questions, j'ai noté qu'il fallait d'abord expliquer à ces jeunes et à tous ces Sénégalais que la jeunesse n'est pas un handicap. Quelqu'un qui a 60 ans, qui occupe pour la première fois une fonction ministérielle, mais est-il plus expérimenté ou plus apte que celui qui a 10 ans ou 15 ans de ministère derrière lui, car la partie de l'État ne s'apprend pas à l'école. Vous l'avez bien dit dans vos livres. Il fallait répondre à ces questions. Et également à ces Sénégalais de voir que nous avons plus d'une quarantaine d'hommes, de chefs d'État dans le monde, ou dans l'histoire, qui avaient 35 ans, 30 ans, 40 ans, moins, et qui n'ont pas passé par la voie coup d'État. Vous voyez, aujourd'hui, le dynamisme de la jeunesse, on en a besoin. Il faut de l'expérience. Matteo Renzi est en train de réformer l'Italie en un rythme supersonique, parce qu'il a l'audace, il a l'expérience, mais aussi il a le dynamisme de jeunesse et également ce désir de changer les choses. Il n'est pas amorphe, il ne tombe pas dans l'inaction. Et je donne l'exemple de beaucoup d'autres d'Africains qui marquent encore l'histoire de notre continent, mais qui n'ont vécu 40 ans. Il ne faut pas que les gens acceptent de penser qu'il faut renvoyer à demain ce qui peut se faire aujourd'hui, d'autant plus qu'on peut aussi mourir jeune. Il y a ce qu'on appelle des destins météores. Vous venez, vous passez, vous faites ce que vous faites tout de suite et vous partez. Vous en avez un peu parlé en filigrane par rapport à vous et à votre famille. Merci non, juste elle a dit tout. Non, c'est fini. Là, je voulais juste dire au docteur Alunso, le chapitre sur la famille, la foi et la politique, j'ai adoré. En tout cas, merci beaucoup et je conseillerais à tout le monde de le lire parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de cela et surtout pour les jeunes qui sont engagés en politique, d'apprendre des expériences du docteur Alunso. Ce chapitre-là sur la famille, la foi et la politique, c'est important. La relation entre le pouvoir et le pouvoir temporel et le pouvoir religieux. Le rapport entre l'homme politique et sa famille. Parce que pour moi, pour être un bon chef d'État, ce qu'on appelle le père de la nation. Le procès Djibril Sambou dit qu'il y a un père de l'État, mais pas un père de la nation. Même si on parle toujours de ce père de la nation, il peut pas être un bon père de famille, un bon oncle, un bon papa, un bon mari. Quelqu'un qui déjà à partir de la gestion de la gestion de ses relations avec sa femme, qu'il puisse susciter la volonté pour chaque femme qui a l'âge de sa femme de pouvoir être à sa place. Vous pensez que vous êtes un bon mari? Agir, poser cette question à Marie-Lo Sow. En tout cas, je ne sais pas si je suis un bon mari ou pas, mais j'ai une bonne femme et je profite de l'occasion pour la célébrer. Une femme toujours par des pirouettes, elle a dit. Et qui m'apporte le bonheur. Et avec qui j'ai pu faire ce livre, faire une thèse d'État et enfin être un babysitter la nuit avec ma belle Aïcha Balkis. Bonsoir, monsieur le ministre. Comme l'ont dit tantôt mes camarades, on a pris beaucoup de plaisir à lire votre livre, d'autant plus qu'il est très bien écrit. Et moi, ce qui m'a le plus touché et intéressé, c'est là où vous parlez de la jeunesse. Parce que, comme vous le dites, vous avez cité Abdoulaye Wade qui, dans son livre, disait que la disponibilité de notre jeunesse a plus de valeur que les milliards de l'étranger. Et vous l'avez redit, la jeunesse doit être vue comme une solution et non comme un problème. Et je pense que vous, votre parcours, vous représentez un peu cet espoir pour la jeunesse sénégalaise et aussi pour la jeunesse africaine, parce que je pense qu'un jeune ministre comme vous, ça ne s'est jamais vu ici comme dans les autres pays africains. Donc on ne peut que s'en féliciter. Mais je voulais savoir, vous, par rapport à votre expérience, parce que j'ai eu à interviewer le président Abdoulaye Wade une fois, et il nous disait qu'il ne laissait plus ses ministres agir, que lui, c'était comme le professeur et les ministres devaient développer sa vision, parce qu'il a eu à être déçu
par certains jeunes ministres. Je pense qu'il parlait de Fada avec un contrat qu'il avait eu à faire quand il était ministre de l'Environnement. Est-ce que vous pensez que vous, les jeunes avec qui Abdoulaye Wade a eu à travailler, est-ce que la jeunesse ne l'a pas déçu? Est-ce qu'il n'a pas un instant cru qu'il vous avait peut-être trop tout mis dans le bain alors que vous n'étiez pas prêt? Merci beaucoup pour ces propos. Pour rappel, quand vous parlez de ces déclarations d'Abdoulaye Wade, il l'a dit à ma présence une fois à Bamako. C'est lors du sommet France-Afrique sur la jeunesse africaine, ses potentialités et ses aspirations. Devant beaucoup de journalistes, y compris TV5, et l'ambassadeur de France, du Sénégal en France en sortant, Doudou Salah-Diop, il a dit ceci: que j'ai toujours fait confiance à la jeunesse pour la préparer à occuper de hautes fonctions dans l'avenir et lui donner le pouvoir. J'ai fait un essai avec quelqu'un, mais par inexpérience et par empressement, il nous a coûté presque, il a failli nous coûter l'embauchement de plusieurs milliards pour avoir signé de façon douteuse quelque chose. Mais heureusement aujourd'hui, j'ai un jeune qui m'écoute bien, qui est bien formé et qui ne commettra pas de telles erreurs. La comparaison était vite faite, c'était au temps où Fada n'était pas celui qui était le mieux loti chez nous. Il faut oser le dire. C'est une comparaison qui m'a flatté, mais aussi c'était un nouveau défi pour moi. Et je jure de ce jour, je ne pourrais le décevoir dans la gestion des affaires de l'État. De ne jamais toucher un centime qui ne m'appartient pas, de ne pas parler de commission, de ne pas voler, de ne pas chercher à manger sur le dos de l'État ou de ses biens, ou des ressources publiques. Je dis, ce président, qui a 50 ans de plus que moi, je ne décevrai pas. Et je pense qu'Abdoulaye Wade n'a jamais pris sa plume pour signer un décret de révocation d'Aliou Sow. S'il est satisfait de moi ou pas, je pense que c'est à lui de répondre à cette question-là. Par contre, pour revenir maintenant à cette question de Abdoulaye Wade qui dit qu'il laissait le pouvoir, il donnait le pouvoir à ses ministres. Le ministre d'Abdoulaye Wade a 4 fois plus de pouvoir que le ministre de Macky Sall. En tout cas, moi, je ne sais pas les autres ministres, mais moi, tout le temps que je faisais ces fonctions-là, j'assumais pleinement, et j'en remercie le président Abdoulaye Wade, la fonction que j'occupais. Il ne m'est jamais arrivé de voir la nomination d'un directeur général, d'un directeur ou d'un collaborateur qu'on m'a imposé. Tous les gens que j'ai eu à nommer, pour l'essentiel, il y a eu une seule fois, un seul cas, l'interprétation qui était mauvaise de sa nomination a fait que je suis venu avec un décret le remplaçant et le président l'a signé. À la décentralisation, je vous dis, à la décentralisation, il m'avait donné les coups de France. Si je ne me dérobe pas, c'est parce que j'ai eu affaire à un président qui m'a fait confiance, qui m'a donné les pleins pouvoirs. Donc je ne dois jamais me cacher derrière le décret présidentiel sans assumer les conséquences de ma gestion et de mes actions. C'est un chef d'État qui sait faire confiance. Mais quand il vous fait confiance, il vous libère. Mais quand vous le décevez, il vous sanctionne immédiatement. Mais c'est quelqu'un dont la colère est une tempête passagère. Il n'est pas rancunier, il n'est pas revanchard. Mais la jeunesse... Moi, j'ai très compris à ça. Quand vous parlez de votre fonction de ministre, vous centralisez ça sur les nominations, le fait de nommer les directeurs, de mettre des amis dans des... Parce que en lisant le livre, j'ai vu plusieurs fois où vous parlez de ça. On a l'impression que pour vous, le rôle d'un ministre ou d'un élu, c'est de caser la clientèle politique. Non. Quand Abdoulaye Wade disait ça, je pensais qu'il parlait de la vision, de ce pourquoi on nomme les gens à la tête de l'État pour travailler pour le peuple. Mais quand vous parlez de déception, vous parlez de déception par rapport à Abdoulaye Wade et non par rapport au peuple. Quand vous parlez des responsabilités que vous aviez, vous parlez des nominations et non de votre mission en tant que ministre. Alors, merci, en fait, peut-être que c'est l'impression que vous avez. J'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs avant de monter sur le plateau, que je vais faire sortir bientôt un livre sur mon action ministérielle. Purement et simplement, c'est un livre bilan sur le développement local d'abord. Développement local au Sénégal, mon action ministérielle. Pour vous dire, je ne peux pas être le chantre du courage d'agir, il ne pas être un homme d'action, mais qui confond sa fonction à la promotion et à la nomination. Même s'il faut savoir que c'est à partir des nominations qu'on dispose des hommes et des femmes pour accélérer le travail, pour ne pas utiliser le terme de cadence qui est galvaudé aujourd'hui, avec ces gens qui ne bougent pas du tout et qui pensent que c'est le concept qui fait bouger les choses uniquement. C'est pour, par exemple, je vous donne un exemple très simple. C'est quoi l'action ministérielle chez moi? C'est ne pas promettre mais agir concrètement. C'est Aliou Sow qui vient à Ziguinchor, qui fait une tournée, qui se rend compte que les communautés rurales de la Casamance ont leur hôtel communautaire abandonné depuis 2 ans
au nom d'une insécurité qui est là, je convoque tout le monde pour dire que dans 6 mois, dans 4 mois, je reviendrai pour inaugurer. Toute personne qui ne peut pas respecter son engagement verra son contrat résilié. Je prends l'engagement et je reviens. 4 mois après, j'ai fait les comités de Bignona, de Ziguinchor, un peu partout, jusqu'à pour inaugurer, et vous allez voir, c'est Aliou Sow. Et c'est pendant ce jour que je viens à Ziguinchor, invité par mon ami Abdoulaye Baldé, maire de Ziguinchor, à lors des réunions du conseil de quartier, pour me rendre compte que Ziguinchor n'a jamais eu un hôtel de ville, qu'il y avait un bâtiment des Portugais légués aux Français et que les Français ont légué après au pouvoir local qui servait de bâtiment de siège de la mairie avant la location de notre bâtiment. Quand je l'ai entendu, j'ai dit à Baldé, si je reste au gouvernement, dans les mois qui suivent, je doterai, avec l'appui du président et du Premier ministre, un des plus beaux sièges de mairie au Sénégal. Dès que je suis revenu à Dakar, je prends une réunion pour prendre les dispositions nécessaires. Aujourd'hui, vous avez vu la mairie. Ça s'est passé exactement comme ça. Vous venez, je viens à Kaffrine chez moi. Je rends visite au maire. Au niveau de ses bureaux, je me rends compte que le bâtiment est en ruine. Je dis que Wilane, je construirai ici parce que chez moi aussi, et j'ai l'action du développement local. Wilane, la vous avez fait un bel hommage voilà comment ça se passe. Ce que j'ai fait, c'est de venir quelque part, c'est de recevoir les populations de Ngotch qui me disent qu'on a un poste de santé inachevé, il faut tant d'argent. J'appelle mon collègue de la santé, il n'y a pas de crédit, je prends un fonds de concours spécial, on réalise ça. C'est pour vous dire, c'est de venir à Koukoto où il y a un rassemblement de fidèles Tidjane qui sont nombreux. Je me rends compte que les conditions sont difficiles. Je dis que je ne suis pas le ministre du culte, mais je ferai un fonds de concours spécial de 100 millions pour l'édifice public ici. C'est d'aller ailleurs acheter des ambulances. Donc aujourd'hui, si je fais le tour du Sénégal, je peux venir dans au moins 250 collectes locales pour leur dire, je suis venu ici personnellement, vous m'avez sollicité, vous avez sollicité le président Wade, j'ai pris un engagement, je suis revenu, poser une première pierre, inaugurer et mon nom est sur la plaque. Ceux qui peuvent le dire ne sont pas nombreux. C'est quoi l'action concrète? Je veux dire, c'est quoi l'action gouvernementale? C'est de montrer à ces jeunes Sénégalais qui sont issus des villages, des milieux modestes, des quartiers populaires, qui doivent être les rédempteurs dans l'avenir de ces localités. Car si on réussit pour soi et sa famille, c'est un échec. C'est de repartir à cœur parté. Un village qui, lorsqu'il est devenu ministre, n'avait qu'un puits de 40 mètres. Il y a moyen d'électricité, l'eau, la mosquée, un poste de santé, l'ambulance, l'école, la maison des enseignants, le stade, la résidence personnelle, et inviter le président de la République pour dire, voilà, ce groupement de cases en banco, qui au début, même la mosquée était en banco, voilà ce que j'ai réalisé. Ici, après avoir fait autant de choses dans les 50 villages de la communauté que je préside. Pour moi, c'est ça l'action. Ils sont nombreux ici à vous dire j'habite telle localité. En vérité, ils n'habitent pas cette localité, c'est la capitale régionale. C'est la capitale régionale ou départementale. Ils viennent de villages, ils ne les invoquent jamais. Ils ne s'y rendent plus jamais. Ils n'y font rien du tout. Vous avez établi votre résidence secondaire dans votre village de naissance. Oui, et je m'y rends car j'ai créé les conditions pour pouvoir y accueillir tout le monde, alors que je suis fier de voir enfin. Pourtant, qui pouvait imaginer que ce village, pour voir un jour un jeune futur ministre naître de ce village-là, qui n'avait même pas d'école. Je faisais chaque matin 3 km pour aller au village de Ségrégata à côté. Pour éviter qu'on puisse penser, le village le plus pauvre a vu un enfant qui est né, devenu ministre, et qu'il veut un peu sommer les autres. Le village où j'ai fait l'école, je parle, j'en fais une communauté rurale. J'engage la construction d'un collège là-bas, le siège de la communauté rurale. J'ai fait une subvention de plus de 40 millions avec le PNDL. J'ai fait une subvention d'un fonds de concours spécial de plus de 30 millions pour dire simplement, nous sommes dans le développement équitable et solidaire. On n'exprime aucune vengeance historique ou sociale. Juste pour terminer. C'est ça l'action. Voilà, parce que je me dis que le courage d'agir, déjà, vous avez fait preuve d'un grand courage en écrivant le livre, comme l'a cité dit Alioune. Rares sont nos hommes politiques qui osent écrire. Parce que comme le dit le proverbe Wolof, et peut-être qu'ils n'ont pas envie qu'on voit certains aspects de leur personnalité. Et comme on l'a souligné tout à l'heure, quand vous parliez de vos relations avec Fada notamment, et vous l'avez dit tantôt que vous pensiez comme Napoléon, que votre conscience est seul juge de vos actes. Donc je pense que c'est peut-être parce que vous n'êtes pas quitte avec votre conscience que vous essayez à chaque fois dans le livre de clarifier vos relations avec Fada. Car ce n'est pas que Fada. Vous avez parlé de Fada, mais vous parlez aussi de ce poulain dont vous n'avez pas dit le nom,
de ce poulain. Alors son nom est là dans ce moment de la Keita. Moi, je toujours indiqué que ce poulain est un garçon peu fiable, car peu courageux. Moi, je ne fais pas de Pour le railler, ses concurrents disaient que lui, il était à la solde de son ventre et de son bas-ventre. Vous n'avez pas été vraiment gentil avec. Mais moi, ce qui m'a choqué, par contre, parce que, comme je le disais dans le livre, j'ai vu le courage que vous avez eu à l'écrire, mais je n'ai pas vu une nouvelle vision de la politique. Ah non, car vous n'avez pas tout lu. Oui, non, j'ai lu, mais quand je vous vois cautionner des choses, comme quand vous parlez du cas d'Abdoulaye Ndao, que vous aviez présenté au président, le président de la République avait demandé expressément à son directeur de cabinet de l'époque, M. Souleymane Ndiaye, de préparer le décret, de prendre toutes les dispositions pour sa prise de fonction en ma présence, et celle du concerné au bureau présidentiel. Ndao entra en possession de son téléphone, de sa villa et de sa voiture de fonction sans jamais avoir son décret signé. Donc, ce n'est pas de ma faute. Oui, mais j'ai l'impression que vous est-ce que vous dénoncez? Mais j'ai pas. On n'a pas l'impression que vous dénoncez. On a l'impression que vous dites là que Ndao vous doit quelque chose, mais que non, comme j'ai l'impression que c'est normal que c'est normal que dans un pays les gens aient des comment on dit ça encore, des privilèges sans pour autant occuper des fonctions. Mais justement, vous savez, quand on forme une vision, on fait des propositions et on dénonce ce qu'on ne partage pas pour montrer déjà sa position. Mais là, on ne ressent pas que... Et on voit ça souvent où vous parlez des privilèges que vous avez donnés aux gens, mais on ne ressent... On n'a pas l'impression que vous... Non, par exemple, quand vous venez au niveau du chapitre sur utopie, promesse et politique, après le Yakar, je propose de liguer, j'ai dressé une liste de propositions sur la bonne gouvernance, sur le développement local tel que je l'entends, comme avec une alternative à l'acte de la centralisation, que j'avais énoncé déjà de façon claire sur ce qu'on doit faire pour les arabisants et pour ceux qui ont fait une formation en langue nationale, sur les Sénégalais de l'extérieur, sur la promotion du civisme, sur ce qu'on doit faire pour promouvoir l'emploi en milieu jeune et en milieu urbain. C'est une série de propositions concrètes qui sera complété par un autre ouvrage intitulé « Le Sénégal de mon rêve, le programme de développement solidaire et patriotique, le PDSP ». Ça, c'est là où nous allons proposer aux Sénégalais notre vision détaillée avec les mécanismes, les moyens et le système de financement pour y arriver. C'est quand je vous dis, par exemple, il n'est pas acceptable que l'âge de la retraite soit l'âge du malheur pour ceux-là qui ont donné tout à ce peuple-là. Je ne suis pas d'accord que quelqu'un qui a travaillé pendant 30 ans, 20 ans pour ce Sénégal-là, avec parfois de maigres salaires, à l'âge de la retraite, se trouve avec une pension de 15 000, 20 000 ou 30 000 francs. J'ai préconisé déjà ici sur ce plateau-là, vous vous rappelez très bien, bientôt 1 an, avant même de mettre ça dans le livre, ce qu'on appelle la pension minimale mensuelle, qui au moins, qui nous permet de ne plus voir un retraité, quels que soient ses revenus, qui gagne moins que le SMIC, mais mensuellement. Et j'ai même proposé qu'on fasse recours à ce qu'on appelle la solidarité intergénérationnelle par la création d'un FOSIC, un fonds de solidarité intergénérationnelle. Qui des jeunes Sénégalais qui travaillent refusera de dire que j'accepte de céder chaque mois 1 000 francs ou 2 000 francs de mon salaire pour alimenter ce fonds-là, car j'en serai aussi bénéficiaire, mais aussi une façon pour moi de célébrer et de rendre un hommage à nos pionniers, à nos aînés qui ont tout donné au Sénégal. Je pense qu'on ne pourra pas faire le tour de... C'est pour ça que je préconise pour le développement local la création d'assemblées régionales locales avec la suppression des conseils régionaux bien avant la réforme là, avec la communalisation intégrale et ce que j'appelle la création des villages phares. Mon ambition, c'est de pouvoir réaliser 1000 au Sénégal en raison d'au moins 1 à 2 milliards par village phare, polarisant 10 villages autour et devenir une commune, avec le village phare comme siège. Je suis allé même plus loin, jusqu'à proposer même une démocratie participative, de sorte que même si vous avez une commune de 10 villages ou de 15 villages, une commune rurale, que le choix des conseils municipaux se fasse sur la base de la répartition du nombre de conseillers par village au prorata du poids démographique. De sorte que si Aliou Sow est un conseiller municipal en Dionik, il sera élu par le village de Kirpaté où il habite, et qu'une fois au conseil municipal, il défendra les populations de Kirpaté et chaque fois il viendra rendre compte quand il saura que qu'il soit ministre, premier ministre ou tout autre, son sort est scellé à ce quartier, à ce village qu'il représente. Sinon, on peut avoir une commune de par exemple 50 quartiers ou de 100 quartiers et que plus de 80% des conseillers soient issus
du quart des quartiers, et les autres quartiers qui n'ont pas de représentants sont oubliés, car voilà. Le débat est passionnant, mais c'est vrai que voilà. nous sommes arrivés que les propositions à la fin de cette sont les gens dans ce livre-là, et nous serons plus clairs, plus complets dans d'autres livres pour accompagner la conquête que nous menons et que nous voulons victorieuse. En tout cas, c'est un livre que nous conseillons à tout le monde. C'est vraiment déjà rien que la photo est une très belle photo, la photo de couverture. Une couverture, on appelle ça une couverture présidentielle. J'attends le livre de Macky Sall. Le livre de Macky Sall, rédigé par lui-même. J'attends ce livre-là. Nous avons été très heureux de vous avoir sur ce plateau. C'est vrai qu'on n'a pas pu faire tout le tour. On a seulement parlé de Fada. On n'a pas parlé du sec, on n'a pas parlé, mais bon, ce sera peut-être une autre émission. On vous a juste resté avec nous. On va passer à la chronique géopolitique de Kémy Séba pour terminer cette première partie. Il veut poser une question, je ne lui permets pas parce qu'on n'a plus le temps. Vous êtes très chanceux, docteur. Parce que vous êtes sauvé. Vous êtes sauvé par Aliou Ndiaye. Non, je ne crains pas ta question, mais c'est sa réponse, je pense qu'il va prendre le temps. Non, mais en tout cas, je vous remercie pour cette invitation. Non, c'est nous qui vous me réjouis de la qualité de votre émission. Merci. Très bien suivie et qui est devenue aussi une école qui fournit beaucoup d'orientation à ce peuple sénégalais. Je ne suis pas un flatteur, mais c'est parce que je trouve que vous faites de la qualité, vous servez de la qualité, que je suis honoré d'être là. On le dit, comme on a toujours l'habitude de dire, c'est la qualité des gens qui viennent dans cette émission qui fait que cette émission a peut-être cette qualité-là. Parce que nous ne faisons que vous mettre voilà, sous le feu de la rampe. C'est vous qui faites le Sénégal, c'est vous qui êtes des gens de qualité. Et c'est peut-être ça qui manquait un peu, montrer ce que le Sénégal a de meilleur et ce que l'Afrique a de meilleur. Voilà, avec Kémy Séba qui